Mardi 25 août, bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TNTV. Tout de suite, les principales informations que nous allons développer. Démarrage chaotique pour le Dori 2. Pas de passagers, pas de départ et désormais une panne électrique. Le nouveau cargo mixte est toujours à quai. Une mise en service loin de se dérouler comme prévu aux grandes dames des communes concernées. À l'université aussi, l'heure est à la rentrée. Plus de 2000 étudiants investissent cette année le campus de Punaouia. Nouveauté, formation, vie étudiante. Quels sont les enjeux de cette rentrée universitaire? Nous en parlerons avec le président de l'UPF, Jean-Paul Pastorel, et notre invité. À Taha'a, la détresse d'Antonio Teihutu a suscité une véritable chaîne de solidarité. Un abri, de l'aide pour ses 10 chiens et une cagnotte de plus de 300 000 francs. Tous se mobilisent pour aider le copraculteur à se relever. Le Dori 2 peine toujours à prendre le large. Entre l'annonce et la mise en service, le cargo mixte enchaîne les faux départs. Censé partir hier pour les Tuamotu Ouest, il est toujours dans le port de Papeete. Et pour couronner le tout, la compagnie fait face à une panne de l'un de ses générateurs. Thomas Chabrol, Heiroatuahu. Le Dori 2 a largué ce matin les amarres, mais seulement pour changer de quai et laisser la place au Maristella 4. Le cargo mix flambant neuf cumule les ennuis. La compagnie a d'abord essuyé hier un refus des affaires maritimes d'État pour embarquer des passagers. Ensuite, c'est une panne d'électricité qui a été détectée sur l'un des 3 générateurs. C'est une panne électrique absolument pas mécanique. Mécaniquement, il marche très bien. Électriquement, on a potentiellement des défauts de câblage issus du chantier. La panne a été identifiée au niveau de ce boîtier d'alimentation. Ce matin, le directeur technique souhaite proposer une alternative pour naviguer. Le navire peut naviguer en toute sécurité avec seulement 2 groupes, sachant qu'il en a 3 actuellement et qu'un est nécessaire pour la navigation. On a besoin de 2 au moins pour faire la manœuvre. Et donc là, on est en train de préparer un bilan de puissance pour prouver aux autorités qu'on peut naviguer en toute sécurité. Encore faut-il obtenir le feu vert des autorités. Les affaires maritimes de l'État et le bureau Veritas doivent examiner cette configuration avant de donner leur accord. Sans permis de navigation, le navire devra rester à quai, les cales remplies de fret. Autre difficulté, la nouvelle procédure liée à la réglementation internationale. Elle impose l'embarquement des passagers au terminal de croisière. Selon l'armateur, chaque passage au terminal représente une dépense de 600 000 francs par semaine, beaucoup trop cher pour la compagnie. On peut pas payer cette somme-là. On ne peut pas augmenter le prix du fret. Le prix des passages, on peut augmenter, mais c'est pas possible. C'est pas viable pour les passagers. Le Dori 2 n'est pas au bout de sa peine. Sur les quais de Motuuta, la question de l'emplacement du bateau pour charger le fret pourrait faire encore des remous dans les prochains jours. Un premier départ raté pour le Dori 2 qui se fait ressentir jusque dans les atolls des Tuamotu où il était très attendu. Réaction des Tavana dans ce reportage d'Oriano Tefao et Matayure. À Rangiroa, le Dori 2 devait prendre le relais du Marevanui pour renforcer l'approvisionnement des atolls. Il était attendu aujourd'hui à Tikeho dès 4 h du matin, puis à Reroa vers midi. Une arrivée très attendue alors que plusieurs îles connaissent déjà des difficultés pour se ravitailler. Aujourd'hui, dans nos atolls, on manque surtout de nourriture, car aujourd'hui, ça fait 2 semaines qu'on n'a plus de goélette. Aussi bien à Rangiroa, à Kiev, ça fait presque 3 semaines aujourd'hui. Donc, il y a ce manque qui se fait ressentir et surtout qu'on a beaucoup de touristes qui sont venus dans nos atolls et qui sont encore là pour les vacances. Fruits, légumes, viande ou matériaux de construction, les besoins sont nombreux. À Rangiroa et Tikeho, près d'une tonne de marchandises était attendue avec cette première rotation. À Fakarava aussi, la commune avait préparé l'arrivée du nouveau cargo. Nous sommes déçus. En fait, nous sommes prêts à l'accueil demain matin. Comme je t'ai dit, ça fait 1 semaine qu'on se prépare. L'accueil, c'est pour demain matin. Pour l'heure, aucune nouvelle date de départ n'est annoncée pour le Dori 2. Le Marevanui doit toutefois reprendre sa rotation ce jeudi pour assurer l'approvisionnement des Tuamotu. L'avenir du site du Tahara au cœur des discussions lors du Conseil des ministres délocalisé à Aroué ce matin. Un nouveau projet hôtelier pour développer l'activité économique ou espace culturel au profit de la population. La question demeure. Nicolas Pérez, Vétiare Nauta.
La commune d'Aroué accueillait ce matin le gouvernement pour un conseil des ministres délocalisé. L'occasion pour le conseil municipal d'exposer ses besoins et projets. Si les dossiers concernant la rénovation de la route de la vallée Tefa-Aroa et la réhabilitation du réseau hydraulique d'Erima sont inscrits au collectif 3, un dossier suscite encore des débats, celui de l'aménagement de l'ancien hôtel du Tahara. Est-ce qu'il faut en refaire un hôtel? Certains disent que oui, parce que le site a un potentiel touristique évident et hôtelier évident. D'autres, et c'est la position actuelle du conseil municipal, ne veulent pas de projet hôtelier au Tahara, ne veulent plus de projet hôtelier au Tahara, mais veulent en faire un parc public à vocation culturelle. Un parc de 4 hectares que certains élus souhaitent redonner à la population, avec des espaces dédiés au savoir culturel traditionnel. Le Tahara pour nous doit être une destination à caractère historique, patrimonial, culturel. Aujourd'hui, un pays qui souffre dans sa jeunesse, qui n'arrive pas à trouver son histoire, son passé, son héritage, si on continue à le dévoyer de cette fonction, la terre a des toponymes et ces toponymes nous appellent, nous interpellent. Des ambitions culturelles sur un foncier à forte valeur et une vision de la gestion du site qui n'est pas totalement partagée. Ils nous demandent aujourd'hui très concrètement de faire l'acquisition du site, que le pays fasse l'acquisition du site, on parle quand même de un peu plus de 2 milliards, et ensuite de pouvoir le confier à la commune. Bon, c'est pas forcément le mécanisme auquel on veut aboutir. Un site abandonné depuis des décennies qui, avant d'être réaménagé, devra faire l'objet d'une dépollution des sols. L'actualité, c'est aussi la rentrée universitaire. Plus de 2000 étudiants ont rejoint le campus de Punaouia cette année, dont 1170 en première année. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette rentrée à l'UPF? Quels sont les enjeux pour l'université? On en parle avec son président Jean-Paul Pastorel. Bonsoir. Yorana. Alors, pour ces 1170 nouveaux étudiants, bon, ce sont des chiffres qui restent à être consolidés. Le passage du lycée à l'université peut être un vrai cap. Qu'est-ce qui fait encore décrocher un étudiant en première année aujourd'hui? Alors, il y a un ensemble de facteurs qui sont parfois à l'origine du décrochage. Parce que quand on parle d'échec en première année, ce sont souvent des abandons. Et c'est parfois un problème de niveau quand on vient de baccalauréat qui ne prépare pas forcément à des études théoriques. Ce sont parfois des erreurs d'orientation, mais on a mis en place un système de réorientation dans le mois qui suit la rentrée universitaire. Et puis ce sont des conditions matérielles parfois difficiles pour un certain nombre d'étudiants qui en arrivent à décrocher, faute de logement, faute de moyens. C'est un phénomène qui n'est pas propre à la Polynésie, mais qui prend ici toute son acuité. Il y a tout de même des aides qui sont apportées à ces étudiants? Tout à fait. D'abord des aides sociales, avec un système même d'aide d'urgence. Et puis aussi, en matière de santé, on a contractualisé avec des personnels de santé pour apporter aussi des réponses à un certain nombre de détresses. Je suis bien conscient qu'il y a des marges de progression et on travaille actuellement avec les services de l'État, avec le pays, pour mettre en place une maison des étudiants et pour créer enfin un service santé étudiant à l'université. On est quand même la seule université de France, de Navarre et des Outre-mer à ne pas avoir un véritable service santé étudiant. Un service santé étudiant qui bénéficierait aussi aux mamans étudiantes. Elles sont plus nombreuses ici qu'en métropole, que dans l'Hexagone. C'est exact, c'est une spécificité. On a déjà des étudiantes qui ont des enfants. Donc ça aussi, c'est une problématique à prendre en compte. Ça peut être d'ailleurs une cause aussi d'abandon. Donc sur tous ces sujets, il faut rester mobilisé et il faut continuer à travailler. On a le soutien actif du CNUS, le Conseil national des œuvres universitaires et sociales à Paris. Donc il faut aller de l'avant et il faut avancer. On parlait des aides apportées. Au niveau de la restauration, il y a une nouveauté cette année. Le repas à 120 francs, 1 euro pour tous. À l'exception des étudiants de l'Institut de Mathilde Frébeau, mais vous travaillez dessus. Oui, parce que les étudiants de Mathilde Frébeau, je vais être d'ailleurs demain à Mathilde Frébeau dans un très beau bâtiment qui a été aménagé par le pays. Et donc, on va être à la rentrée des promotions des futures infirmières et infirmiers
de la Polynésie française. Et c'est la première année où ce diplôme va être délivré par l'université. Donc on est très attaché. Il faut effectivement trouver des réponses à ces étudiants qui ne sont pas sur le campus, mais qui sont des étudiants, et il faut leur offrir le même type de prestations. Donc on y travaille pour apporter rapidement des solutions. Alors sur le campus, il y a une grande nouveauté cette année, on en a un peu parlé hier soir, c'est l'ouverture du parcours Océans et défis durables au sein de la licence TES dans le cadre du projet Narwa, une formation pensée autour des problématiques du territoire. Concrètement, quels métiers attendent ces étudiants à la sortie de ce cursus ? Alors on ne connaît pas encore tous les métiers qui vont s'épanouir dans les années ou les décennies qui viennent, bien entendu, parce qu'on est sur un marché évolutif et ça évolue vite. Mais il s'agit de créer une formation pour les futurs cadres qui pourront, aussi bien au niveau du pays, dans les communes, dans les entreprises, apporter des réponses aux défis environnementaux qui vont être des défis très forts. Et donc en termes de protection des océans, en termes de protection aussi des ressources des océans, je crois qu'il y a une visite qui est prévue à Vairao avec notre partenaire Ifremer d'ici quelques jours pour sensibiliser ces étudiants justement à ces défis. Alors, cette année, vous comptez aussi 102 étudiants venus de l'Hexagone et 51 étudiants étrangers. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher à l'UPF ? L'ambition derrière, c'est de faire de l'UPF une université attractive à l'échelle du Pacifique et peut-être plus même. Oui, parce qu'on a de vraies potentialités. Si vous voulez travailler sur l'archéologie océanienne, bien on est la seule université, non seulement en France. Je crois qu'il reste une petite unité de valeur à Paris 1, mais on est pratiquement la seule université française. Et on a pris le relais aussi de certaines universités du pourtour océanien, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hawaï, où les universités souffrent pour des raisons matérielles, parce elles ont subi des coupes sombres dans leur budget. On est la seule université à proposer des recherches et un cursus dans ce type de formation. Et idem, si on veut travailler sur les coraux, on a un master en convention avec Paris 1, avec Panthéon-Sorbonne. On fait le master 1 à Paris, on fait le master 2 ici. Et on a des berceaux de stage extraordinaires avec le CRIOB, avec Ifremer, avec l'IRD, pour travailler sur des problématiques environnementales de premier plan. Voilà de quoi donner envie Ça peut donner envie, effectivement, des étudiants. Moi, je suis très content qu'on soit attractif auprès d'étudiants de métropole. Et Dieu sait que c'est compliqué pour venir de métropole quand on est étudiant, faire un cursus en Polynésie. Et puis, renforcer notre attractivité aussi avec des étudiants étrangers. Alors, soit dans le cadre d'Erasmus avec des étudiants qui viennent d'universités européennes, partenaires, mais aussi du pourtour océanien, du triangle océanien, Hawaï, Australie, Nouvelle-Zélande. L'Université de Polynésie s'ouvre à tous. Jean-Paul Pastorel, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Bonne continuation. Les réseaux sociaux ont du bon. En témoigne l'histoire d'Antonio Taihutu à Taha'a. Sa vie a basculé en quelques mois après la perte de son épouse, puis celle du terrain où il vivait et travaillait le copra. Aujourd'hui, il ne lui reste que ses 10 chiens qu'il a recueillis au fil du temps. Mais face à l'épreuve, Antonio n'est pas seul. Autour de lui, la solidarité s'organise. Roni Moufat est allé à sa rencontre. Regardez. Quelques tôles, un plancher, mais pas d'eau ni électricité, c'est ici qu'Antonio vit aujourd'hui. Depuis 1845, un accord familial permettait à ses ancêtres d'exploiter cette terre de Morifénois de génération en génération. D'abord son grand-père, puis son père et enfin Antonio. Mais la vente récente du terrain par ses propriétaires a mis fin à cet accord et avec lui à l'activité d'Antonio. Loin de vouloir semer la discorde, il cherche simplement à se relever d'une situation qui le dépasse. N'ayant pas toujours été informé des projets de la famille, eh bien aujourd'hui, j'en paye les conséquences. Et je me retrouve complètement démuni, chassé de gauche à droite. Là, je n'ai quasiment plus de revenus, plus de quoi travailler. Je suis comme un sans-abri.
Très vite, l'entourage d'Antonio s'est mobilisé. Des amis lui ont construit un abri de fortune, lui apportent de quoi dormir et de quoi manger. Là, j'ai un four, un lit, de quoi ranger mon linge. Ce n'est pas le grand luxe, mais au moins j'ai de quoi m'abriter. D'autres ont aussi pensé aux animaux. Une cagnotte en ligne a par ailleurs été lancée. Elle dépasse aujourd'hui les 300 000 francs récoltés. Nos anciens nous ont appris à aider quiconque qui est au fond d'un gouffre, et c'est ce que nous faisons. Je ne suis pas un membre de la famille, mais du fait qu'il soit dans la détresse, je veux l'aider. Je suis peiné par ce qui lui arrive et c'est pour ça que je suis revenu sur Taha, pour l'aider à s'en sortir. De son côté, la commune suit également ce dossier. Le maire délégué de Tapuamu, Pascal Tamaehu, explique travailler à des pistes concrètes pour accompagner Antonio. Ça, je vais voir avec Tamara pour demander. Comme il a déjà un compteur chez lui, si on ne peut pas transférer ce terrain. Aussi, je voudrais en profiter pour remercier profondément tous ceux qui m'ont aidé, de Taha, de Reatea, de Pop Ete. Je vous remercie du fond du cœur. En attendant une issue à ce dossier, Antonio garde le sourire et remercie tous ceux qui, de près comme de loin, lui tendent la main. Vous êtes nombreux à suivre les exploits de nos athlètes à Singapour. Place à notre page spéciale Championnat du monde de VAR à vitesse. Après les élites autour des clubs en V6 de s'affronter sur le plan d'eau, l'enjeu de cette 6e journée de compétition est d'éviter les repêchages en décrochant directement son billet pour les demi-finales. Une mission majoritairement réussie pour nos équipages avec en prime 2 records du monde battus. Le résumé de Juan Touaïba. C'était ça le plan, hein? Essayer de se qualifier, gagner au moins les qualifications pour être qualifié d'office. Ouais. Éviter les repêchages parce que ça fait une course en plus et ça fait revenir demain matin. Ouais. Surtout qu'on a besoin de repos aussi pour les courses qui suivent. 6e journée de compétition dédiée au club sur 1000 mètres en V6. Et comme vous l'aurez compris, l'objectif est clair pour tous, remporter sa série, se qualifier directement en demi-finale et gagner une journée de repos en évitant les repêchages. L'objectif est atteint pour la plupart des clubs polynésiens engagés. Cependant, certains devront passer par les repêchages, l'occasion de répéter ces gammes dans des conditions difficiles. En fait, tu as des rafales et du coup, tu as des courants à certains endroits. En allant, ça va, mais au retour, on est contre le vent. Mais comme Lucie disait, ça nous permet de répéter encore nos gestes parce que ça fait plus d'une semaine qu'on n'a plus fait 2000 mètres depuis qu'on est arrivé la semaine dernière. Qu'ils vont battre le record du monde. La sensation du jour vient de Paddling Connection en vétéran 40 ans ainsi que des juniors filles de Haiti qui font tomber le record du monde dès les séries. Les amis, quelque chose comme ça, 5-11. Le record du monde en série. Comment ça s'est passé cette course? Apparemment bien. Oui, ça s'est très bien passé, on a tout bien ramé. Et notre objectif aujourd'hui, c'était de se qualifier pour les demi-directs pour éviter que demain on fasse des repêchages. Comme ça, on aura un jour de repos. La 7e journée sera donc synonyme de repos pour les vainqueurs de série. Matayava, Papara, Toahine, Tamari Taravo, Tamari Punaru et Ruahatu iront eux chercher leur ticket pour les demi-finales lors des repêchages. Et pour information, ce soir, pas de live web ni en télé sur ces championnats du monde. Rendez-vous demain pour la suite de la compétition. Les paupières de l'un des plus doux regards sur la Polynésie viennent de se refermer. Le photographe Stéphane Sayeb est décédé lundi soir à Paris des suites d'une longue maladie. Les hommages se sont multipliés depuis l'annonce de son départ. Un hommage que nous lui rendons également dans ce reportage de Sam Teinaouré. C'est en 1982 que Stéphane Sayeb arrive en Polynésie française, un pays qui est devenu sa nouvelle patrie. Ses photos étaient des invitations à voir la Polynésie par son regard, toujours optimiste et bienveillant. Il a couvert tous les événements qui ont rythmé la vie du Fénois, avec une certaine affection pour la culture maori. Il était tout le temps présent, il était présent sur le marae, il était présent sur les scènes avec nos artistes. Et évidemment, on a l'âme triste, mais aujourd'hui,
On lui envoie beaucoup d'amour parce que de l'amour, il nous en a donné par ses images. Depuis l'annonce de son décès, les hommages se sont multipliés à tous les niveaux. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup parce que c'était un photographe à l'ancienne, on va dire ça comme ça. Il n'aimait pas tellement les automatismes, il aimait bien tout régler tout seul. Et puis il avait une façon de faire de la photo que j'aimais beaucoup. Et ce que je trouvais très touchant ces derniers mois, c'est qu'on le voyait se trimballer avec un drôle d'appareil sur le dos. C'était son fils, son petit garçon là, qui, je sais pas, il n'est pas très grand. Et donc il était avec lui là sur le dos à faire ses photos. C'était vraiment extraordinaire. Voilà, et l'équipe de TNTV et moi-même adressons nos sincères condoléances à la famille de Stéphane, notre regretté collaborateur. Et c'est la fin de cette édition d'information. Dans un instant, l'émission Un plat, un talent, une formation, puis retrouver les aventuriers qui ont marqué l'histoire de Koh Lanta dans la nouvelle saison All Star. Premier épisode ce soir sur TNTV. Et très belle soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.